Bonjour à tous. L'idée donc c'était de vous présenter donc des résultats extraits de l'étude Reflet, mais pas exclusivement, puisque j'ai essayé de brosser un petit peu large sur les données qu'on pouvait avoir en stock chez Tourisme Bretagne sur la question du tourisme culturel et patrimonial en Bretagne, et puis aussi sur le poids, si on peut dire comme ça, des deux réseaux, donc Ville d'Art et d'Histoire et Ville Historique et Petite Cité de Caractère qu'on a également regardé pour étayer un petit peu ces informations-là. Alors, avant de rentrer sur les résultats de Reflet en tant que tels, on s'est intéressé à une étude qui n'est pas très vieille, elle date de 2021 et qui porte sur la notoriété et sur l'image de la Bretagne. Et vous allez voir que là encore, le poids du patrimoine dans l'attractivité, dans la notoriété, dans la connaissance de la région est très importante. Quand on interroge des Français sur les villes, les lieux, les sites qu'ils pourraient connaître en Bretagne de manière spontanée, sans aucune proposition, la question de mémoire était citez-nous tous les lieux, tous les sites que vous pouvez connaître dans la Bretagne. Et quand on regarde le top 50, vous reconnaissez un certain nombre de communes, de grandes communes, et on a 13 villes sur des villes d'art et d'histoire qui sont dans ce top 50 de la notoriété spontanée des sites de Bretagne. On a 4 petites cités de caractère qui apparaissent également dans ce top 50. Donc autant vous dire que c'est quand même non négligeable. Vous avez après les grandes stations balnéaires qui arrivent également dans ce classement. Et globalement, quand on regarde le top 10, vous allez avoir le tourisme urbain au sens large qui sort, avec un grand nombre de sites patrimoniaux qui sont concernés également sur ces villes. En notoriété assistée, cette fois-ci, donc on propose les noms aux personnes et ils nous disent s'ils connaissent de noms pour y être allés ou pas du tout. Là, vous avez la cartographie de tous les tests qu'on avait pu faire sur cette enquête, donc un grand nombre de communes, pas exclusivement des communes patrimoniales, mais vous voyez, donc j'ai essayé de repérer par le petit picto, le petit logo des réseaux, celles qui sont concernées. Vous voyez que ce soit surtout sur les villes d'art et d'histoire et villes historiques, une notoriété qui est relativement élevée pour la plupart de ces communes. Alors je pense que le diaporama sera disponible, voilà. Ça sera plus simple d'aller pointer un par un les noms des communes testées. Mais sachez qu'on bénéficie, ces deux réseaux bénéficient d'une notoriété assez importante au niveau de la France. Et forcément, plus on va focuser sur des clientèles de proximité, sur les clientèles du Grand Ouest, voire de la Bretagne, plus la notoriété forcément de ces communes est importante. En termes d'image, il faut savoir qu'on a la chance d'avoir une très très bonne image auprès des clientèles françaises. Alors à l'international, c'est aussi vrai, mais forcément avec des scores inférieurs. Mais on a 94% des Français qui ont une bonne image de la Bretagne, une image positive de la Bretagne. Et quand on les interroge sur le type de vacances qu'ils s'attendent à vivre dans la région. Alors, proche de la nature, on a cette reconnaissance ressourçante, qui est un des items qui a le plus progressé sur la visibilité de la Bretagne. Mais vous retrouvez aussi ces notions d'authentique, de culturel, de festive, qui sont liées aussi à nos patrimoines, qui remontent très haut dans le classement. Et c'est vraiment quelque chose qui transparaît de notre région. Sur les photos qui correspondent le mieux à l'image qu'ils ont de la Bretagne, là encore, la question du patrimoine arrive à une bonne place. Alors les mégalithes, forcément, qui est l'image qui correspond le plus la photo qui correspond le plus à l'image qu'ont les Français de la région Bretagne. Le phare, le patrimoine, on va dire, du quotidien maritime, le patrimoine immatériel qui arrive derrière avec les fêtes. Les fêtes bretonnes, la tradition bretonne. Mais quand vous regardez toutes les photos qui sortent en priorité, le patrimoine est en très très bonne place là encore. Et enfin, cette enquête s'intéressait aussi à la visibilité, à la perception de la culture bretonne. Alors, il y a déjà 97% des Français qui identifient bien que la Bretagne a une culture qui lui est propre. Majoritairement une culture traditionnelle, donc 64% n'identifient, on va dire, que la culture traditionnelle, 29% un mixte traditionnel et moderne. Donc vous voyez, malgré tout, on est quand même identifié fortement sur notre culture. Et forcément, derrière, quand on choisit la Bretagne pour ses vacances, c'est des éléments qui vont être pris en compte. Voilà ce que je voulais vous dire. Cette étude, elle est disponible en ligne dans son intégralité si vous voulez y accéder avec plus de détails.
Sur le côté du poids aujourd'hui du tourisme culturel et patrimonial en Bretagne, alors on a l'enquête Reflet qui nous a donné beaucoup d'éléments. C'est la grosse enquête. Je ne vais pas rentrer dans la méthodologie aujourd'hui. Vous pouvez y accéder aussi facilement, mais c'est la grande étude de fréquentation d'envergure régionale qui permet vraiment de faire une photographie sur ce qui se passe sur le territoire à un instant T, en l'occurrence en 2022. C'est une enquête qui est faite en partenariat avec, vous avez les logos sur le volet financeur, mais aussi avec notamment la quasi-totalité des offices de tourisme de Bretagne qui ont joué le jeu tout au long de l'année d'aller collecter des adresses e-mail, puisqu'on enquêtait en ligne après, de visiteurs du territoire, qu'ils soient touristes, excursionnistes, mais aussi résidents, puisque c'était intéressant de croiser les entrées. Et donc c'est aussi grâce à leur mobilisation du quotidien sur une année qu'on a pu réaliser cette enquête. Il faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, on est sur plus de 340 points d'enquête qui nous ont permis de mener cette étude. Mais il faut savoir qu'on travaille sur un vivier, on va dire, de 40 000 questionnaires qu'on exploite un petit peu dans tous les sens et qui nous permet d'aller assez loin dans les exploitations. À l'échelle des réseaux, on a presque 5 000 questionnaires de visiteurs, de touristes ayant dormi dans l'une des villes d'arrêt d'histoire ou villes historiques de la région, et on a près de 2 000 questionnaires de touristes ayant dormi à minima une nuit dans une des communes du réseau des petites cités de caractère. Donc ça nous permet vraiment de pouvoir analyser ce qui se passe sur ces territoires. Que nous dit cette enquête? Déjà, si on s'intéresse aux critères de choix de la Bretagne, alors on en a beaucoup parlé, hein, vous le disiez, un touriste sur 2 en France qui place le patrimoine comme critère de choix prioritaire. Alors en Bretagne, le patrimoine naturel arrive devant, très largement devant. C'est le premier critère de choix de la Bretagne. Ça l'a toujours été sur les 4 dernières enquêtes qu'on a pu réaliser. C'est le patrimoine naturel qui arrive en premier. La découverte d'un endroit, et puis après on a cité à 37% des touristes le patrimoine culturel et historique de la région. Vous avez le détail. La présence de festivals, d'événements aussi qui remontent. Au total, c'est 42% de nos visiteurs qui placent le patrimoine comme critère de choix de la Bretagne. Je n'ai pas pris en compte la gastronomie. J'aurais pu le prendre également puisque ça fait partie de notre patrimoine. Il fallait que je mette des bornes sur le champ d'observation. Mais on est sur un attrait fort. C'est une des composantes majeures du choix de la Bretagne comme destination de vacances. Si on s'intéresse aux activités qui sont pratiquées au cours du séjour aussi par nos visiteurs, là encore, le patrimoine arrive en bonne place. Alors, vous avez les activités, on va dire, traditionnelles de balade qui sortent prioritairement, mais si on s'intéresse à la visite de villes, de villages, et on sait qu'on a bon nombre de nos cités qui sont labellisées ville d'arrêt d'histoire, ville historique ou petite cité de caractère, c'est 75% des touristes qui vont visiter nos villes, nos villages. Vous allez avoir 41% qui vont visiter notre patrimoine bâti, château, site historique, 34% qui vont aller voir des musées, des expositions. On a dissocié la question de l'art contemporain, l'art urbain qui arrive de manière un peu plus marginale, mais qui commence à émerger, qui n'émergeait pas il y a quelques années, et donc, que l'on voit apparaître depuis quelques années maintenant. La participation à des festivals, concerts, théâtres, c'est 7% de nos touristes qui vont le faire. Et là encore, j'aurais pu prendre en compte la découverte de nos spécialités locales dans la question du patrimoine, la visite d'entreprise également dans la découverte du patrimoine. Si je m'arrête juste à ceux que j'ai coloriés en jaune, donc hors ville et village, hors découverte des villes et villages, c'est 53% des touristes, donc plus d'un touriste sur 2, qui va pratiquer une activité en lien avec la découverte du patrimoine au cours de son séjour. Et quand on s'intéresse aux sites visités, alors c'est pas exhaustif puisque ce ne sont que les sites qui étaient partenaires de cette enquête qui étaient évalués. Là encore, vous voyez le patrimoine qui est en très bonne place avec on va dire tous les sites en jaune qui relèvent principalement du patrimoine culturel, patrimoine bâti. Et quand on s'intéresse au lieu de séjour en tant que tel, donc là où ont dormi nos visiteurs, alors vous avez la carte avec des tailles proportionnelles au nombre de nuitées réalisées sur les différentes communes du territoire. Il faut être honnête, si je vous avais calqué la carte de l'offre touristique en nombre de lits, on aurait des cartes qui seraient très très voisines, puisque en fin de compte, forcément, on génère de la nuitée là où il y a des lits touristiques, donc c'est des cartes qui sont relativement proches l'une de l'autre. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en gros, 9% des nuitées touristiques
touristique régional annuel sont réalisés dans une des communes du réseau des villes d'art et d'histoire et villes historiques, et 3% sur celle des petites cités de caractère, donc des réseaux qui mobilisent pas mal l'activité touristique pour la région Bretagne. Autre question qu'on a posée, c'est la notoriété et l'impact des labels des communes. Alors, je vous cite ceux pour lesquels vous êtes concernés, il y en avait d'autres dans l'enquête. En termes de notoriété, est-ce que vous connaissez ce label, ce nom de label, donc ville d'art et d'histoire, ville historique et petite cité de caractère. Donc 18% des touristes séjournant en Bretagne connaissent le label ville d'art et d'histoire et ville historique. 60% connaissent le label petite cité de caractère. Et après, est-ce que ces labels ont un impact sur le choix de leur destination de séjour ? Dans les deux cas, c'est 55% de ceux qui connaissent les labels qui sont influencés pour le choix de leur destination de séjour. Alors, quelles sont les caractéristiques des touristes selon les activités qu'ils ont pratiquées ? Je vous ai fait là un extrait, j'aurais pu aller beaucoup plus loin et vous présenter plein d'activités, mais on m'a dit que j'avais que 45 minutes. Et avant déjeuner, c'est déjà pas mal, 45 minutes de chiffres. Donc, je me suis contentée de vous parler des profils, des caractéristiques des touristes qui vont visiter des monuments, des sites historiques et ceux qui vont avoir participé à des festivals, des événements, des concerts. 2 cartes d'identité, c'est des cartes d'identité synthétiques qui vous permettent d'avoir, en l'espace de 2 slides, toutes les informations en fin de compte, que contiennent cette enquête sur les profils et sur les pratiques des visiteurs. Ce qu'il faut savoir sur les touristes qui visitent les monuments et sites historiques, sur leur spécificité par rapport à l'ensemble des touristes qui séjournent dans la région, c'est qu'on est face à une clientèle alors davantage de primo-visiteurs. Aujourd'hui, 37% de ces visiteurs, de ces touristes qui sont des premiers visiteurs de la Bretagne, donc c'est la première fois qu'ils viennent dans notre région. On a également davantage d'étrangers, 30% de nuitées des touristes qui visitent des monuments, des sites historiques, ce sont des nuitées étrangères. On est à 21% en moyenne régionale, donc il y a une vraie différence. Et puis on a la clientèle d'Europe du Sud, on en parlait tout à l'heure, qui apparaît beaucoup plus haut dans le classement des clientèles qu'elle ne l'apparaît en moyenne régionale. Sur les clientèles françaises, on note une présence supérieure, comme ce sont des primo-visiteurs, des clientèles plus éloignées de la Bretagne, donc du nord-est et du sud-est de la France notamment, avec proportionnellement moins de clientèle du Grand Ouest parmi les touristes visitant des monuments, des sites historiques. On note également une proportion supérieure de CSP+, dans les visiteurs qui vont aller visiter ce type de patrimoine. Bon, c'est quelque chose qu'on a déjà identifié et qui se répète. Davantage de séjours également sur les ailes de saison. Donc, c'est une clientèle qui est aussi importante dans tout le travail que l'on peut faire pour déconcentrer les flux touristiques, pour éviter, pour lisser ces pics de fréquentation. Ils sont davantage présents sur les bords de saison. Ils ont également une dépense qui est supérieure à la moyenne régionale, donc 61 € en moyenne par jour et par personne, sur une moyenne qui est aux alentours de 53-54 € en Bretagne, donc une clientèle qui est intéressante. Après, en termes de préparation de séjour, c'est des choses qui sont très, très génériques. Et en termes de motivation, là encore, le patrimoine, et en toute logique, va remonter davantage que sur l'ensemble de la moyenne des clientèles régionales. En termes d'hébergement, comme on l'a dit, ce sont des primo-visiteurs, donc ils ont plutôt tendance à séjourner plus que la moyenne en hébergement marchand. 72% de leurs nuitées ont lieu en hébergement. L'hébergement locatif est le premier mode d'hébergement de ces touristes, mais comme de tous les touristes qui séjournent en Bretagne. Et on va par contre souligner une part un peu plus importante de nuitées en hôtel. Voilà, des durées de séjour relativement proches de la moyenne en termes de réservation par Internet ou sur les sites Internet. On est sur des choses qui sont très similaires. Et forcément, en termes d'activités pratiquées, là, on va retrouver tout ce qui est lié à la découverte du patrimoine qui arrive forcément en haut de classement. Ces touristes qui visitent des monuments, des sites historiques, ça représente 6,3 millions de touristes, presque 44 millions de nuitées réalisées sur la région en moyenne annuelle, et c'est 2,7 milliards € de consommation touristique pour la Bretagne sur une année. Donc ce n'est pas 2,7 milliards dans les sites patrimoniaux, mais sur l'ensemble de leur séjour, c'est ce montant-là. Si l'on s'intéresse à des touristes participant à des festivals, événements, concerts, théâtres, etc., j'ai été un peu court dans mon intitulé.
On est sur des profils qui sont un petit peu différents, même si on va retrouver un certain nombre de choses, avec notamment une surreprésentation de la clientèle étrangère dans ces profils. Mais par contre, moins de primo-visiteurs, c'est plutôt des gens qui ont l'habitude de venir en Bretagne, qui connaissent déjà le territoire, qui vont prendre le temps de participer à ces événements. Une dépense qui va être, elle, inférieure à la moyenne régionale. Une moyenne d'âge un tout petit peu plus jeune que celle des touristes visitant les musées, les expositions. Et vous allez le voir, moins de préparation également, moins de réservations, parce qu'on va être sur une clientèle qui est davantage en hébergement non marchand. Seulement, là, cette fois-ci, 57% de nuitées en hébergement marchand. Donc, on est sur une clientèle qui, on va dire, d'habitués, qui a l'habitude de séjourner en Bretagne, originaire du territoire, ou qui a un point de chute. On voit 26% de nuitées, notamment chez les parents et amis. Donc, c'est une proportion qui est importante. 15% chez les résidents secondaires également. Donc, on est sur une clientèle qui est bien différente de celle qui visite aujourd'hui notre patrimoine, nos musées et nos expositions. Donc voilà, deux clientèles qui sont différentes. Là, c'est 1,2 million de touristes qui vont participer à ce type d'événement, 11 millions de nuitées et que un demi-milliard de retombées économiques, ce qui est déjà pas mal. Et si maintenant on s'intéresse aux touristes qui ont séjourné donc, dans l'une des communes donc, des deux réseaux, donc Ville d'Arrêt d'Histoire, Ville Historique et Petite Cité de Caractère. Aujourd'hui, c'est 12%, je vous le disais, de nuitées régionales qui ont lieu dans ces communes. Quelles sont leurs spécificités? Quel élément va-t-on retrouver qui va les différencier des autres touristes? Alors, comme je vous le disais, en moyenne régionale, on a 21% de nuitées étrangères pour 79% de nuitées françaises. Dans ces deux réseaux, on a une proportion qui est plus importante de nuitées étrangères. 25% de nuitées étrangères pour le réseau des villes d'arrêt d'histoire, 31% pour les petites cités de caractère, qui accueillent une proportion plus importante de clientèle étrangère, et notamment, l'Europe du Sud pour les villes d'arrêt d'histoire et les Britanniques pour les petites cités de caractère qui vont ressortir davantage. Côté clientèle française, là, dans les deux cas, on va avoir davantage une différence sur la clientèle du Nord-Ouest, moins de clientèle en provenance du Nord-Ouest et notamment moins de clientèle en provenance de Bretagne sur les villes d'arrêt d'histoire et davantage pour les petites cités de caractère. Donc, près d'une nuitée française sur deux dans les petites cités de caractère provient d'une clientèle du Nord-Ouest de la France. Et on voit la surreprésentation de la clientèle du Sud-Est dans les villes d'arrêt d'histoire, donc plutôt des clientèles lointaines, davantage de primo-visiteurs là encore. En termes de profil de touristes, on est sur des chiffres qui sont un petit peu différents par rapport à la région, avec davantage de couples, que ce soit dans les villes d'arrêt d'histoire, villes historiques, mais surtout dans les petites cités de caractère. Plus d'un séjour sur deux est réalisé par des couples dans les petites cités de caractère. Donc ça veut dire un nombre moyen de personnes un peu plus réduit par séjour. Une moyenne d'âge qui est légèrement supérieure à 44 ans, que ce soit pour les villes d'arrêt d'histoire ou les petites cités de caractère. Et puis, logiquement, comme ils séjournent plus en couple, on va retrouver davantage de couples actifs sans enfants et moins de familles dans les deux réseaux. En termes de période de séjour, pas forcément de différence par rapport à la moyenne régionale pour les villes d'arrêt d'histoire. Par contre, davantage de séjours en bord de saison sur les petites cités de caractère. Alors, quand on suit le déroulé, je vous disais aussi qu'on a davantage de clientèle en provenance du nord-ouest de la France. Donc forcément, c'est une clientèle de proximité et qui est présente tout au long de l'année et notamment plus sur les ailes de saison. Donc ça se retrouve forcément ici sur les périodes de réalisation. Donc 42% des séjours des petites cités de caractère ont lieu en bord de saison. Ce n'est pas forcément le cas en nuitée, attention, c'est un indicateur qui veut dire des choses très différentes selon si on le regarde en séjour ou en nuitée, puisque les séjours notamment du cœur de saison, juillet-août, sont plus longs en moyenne que ceux des ailes de saison ou du hors-saison. Et ils comptent aussi généralement plus de personnes, puisque là, on va avoir davantage de familles.
En termes de mobilité, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très important. On connaît l'impact des transports sur le poids carbone, on va dire, du tourisme, et c'est quelque chose sur lequel on est vigilant. Aujourd'hui, on est à plus de 90% des séjours en Bretagne qui sont réalisés par la route. Alors même si le train progresse, on a gagné 3 points de part de marché pour les séjours en train entre 2016 et 2022, la route prédomine très très largement. Et alors, on a la chance d'avoir un réseau de villes d'art et d'histoire, villes historiques, qui est très bien desservi par le train. Et on le voit puisque là, on a 17% des séjours qui sont réalisés par le train, en fin de compte, dans les communes du réseau. Et la voiture, c'est 10 points de moins par rapport à la moyenne régionale. Donc là, l'impact de la desserte est très très importante. Ça marche aussi pour les petites cités de caractère où le poids du train, de la voiture est moindre. Par contre, on a un poids du camping-car qui est nettement plus important puisqu'on a plus 8 points de séjour en camping-car dans les petites cités de caractère par rapport à la moyenne régionale. Sur les déplacements sur place, on a noté depuis plusieurs années l'évolution avec davantage de pratique de la marche, du vélo. Et là aussi, ça va transparaître sur les séjours des villes d'art et d'histoire. L'avantage aussi, c'est qu'on est sur des centres urbains avec un réseau de transport urbain existant. Et on le voit, on a 16% des visiteurs qui vont utiliser régulièrement les transports en commun au cours de leur séjour. C'est 8 points de plus, donc le double en l'occurrence, par rapport à la moyenne régionale, moins d'usage de la voiture et un usage plus régulier également du train, du TER pour ces séjours-là, par rapport, là encore, à la moyenne régionale. En termes de mode d'hébergement, on a donc en Bretagne en moyenne 62% de nuitées qui ont lieu en hébergement marchand. C'est un score qui est plus important dans les petites cités de caractère, c'est 76%. Donc 3 nuitées sur 4 des petites cités de caractère a lieu en hébergement marchand. Par contre, c'est un peu moins en hébergement non marchand, notamment avec le poids des parents et amis, leur capacité d'accueil qui est très importante, qui va transparaître. Et on a 25%, donc un quart des nuitées réalisées dans les villes d'art et d'histoire qui ont lieu chez les parents et amis. Dans les deux cas, on va noter une surreprésentation des séjours réalisés en hôtel. Donc 20% des nuitées des villes d'art et d'histoire qui ont lieu en hôtel, 12% sur les petites cités de caractère. Donc un poids qui est plus important. Et derrière, forcément, ça a des conséquences sur les caractéristiques. En matière de réservation, donc 96% des séjours marchands sont réservés. C'est vrai, quelle que soit la clientèle, quasiment aujourd'hui, c'est sur un chiffre qui est tellement majeur qu'il y a peu de différence selon les différentes clientèles ou les différents territoires de séjour. 70% des réservations se font sur Internet, 77% dans le cas des réservations pour les villes d'art et d'histoire, ce qui est tout à fait logique puisqu'on a vu la surreprésentation de l'hôtellerie. Donc forcément, ça se traduit également sur les modes de réservation. Et Booking devient le premier site de réservation des séjours pour ceux qui sont réalisés dans les deux réseaux, avec quasiment un tiers des réservations qui ont lieu sur Booking, ce qui s'explique là encore avec le poids de l'hôtellerie supérieur dans les communes du réseau. Après, vous avez forcément Airbnb, le site de l'hébergeur, qui est une tendance forte qui augmente d'année en année, Gîtes de France et Abritel. Et en matière de délai de réservation, en moyenne régionale, on a 36% des réservations qui se font moins de 15 jours à l'avance, 44% pour les séjours réalisés dans les deux réseaux, et des délais de réservation qui sont aussi réduits dans les deux réseaux, 45 jours en moyenne avant le séjour pour les touristes qui vont être dans les villes d'art et d'histoire, villes historiques, 48% pour ceux qui vont séjourner dans les petites cités de caractère. Là encore, le poids de l'hôtellerie explique ce résultat. On a tendance à réserver plus tardivement quand on séjourne en hôtellerie que, par exemple, en camping ou en hébergement locatif. En matière de critères de choix de l'hébergement, donc là, vous avez les différents items. Il faut savoir, là encore, que quel que soit le segment qu'on va regarder, quel que soit le territoire, la localisation, le prix vont être les deux premiers critères de choix d'un hébergement. C'était vrai en 2016, c'était vrai en 2005, c'est toujours vrai. C'est vraiment ce qui est le plus important quand on cherche un hébergement. Après, il y a des choses qui bougent, notamment la possibilité de réserver en ligne qui gagne des parts de marché d'année en année. Aujourd'hui, c'est un tiers... c'est le troisième critère de choix
ça concerne un tiers des séjours. En gros, si l'établissement n'est pas réservable en ligne, il est carrément écarté du choix des possibles. Donc, ça devient un prérequis. Et puis, montent également et prennent de la puissance tout ce qui est lié aux avis de consommateurs qui sont de plus en plus regardés. Et là, c'est d'autant plus vrai si on est sur des séjours en hôtellerie. Et donc, forcément, vous allez avoir l'impact qui peut arriver sur les séjours dans vos réseaux. Dans les villes d'art et d'histoire, ils vont être un peu plus attentifs donc, à la possibilité de réserver en ligne et à l'accessibilité des transports collectifs. Forcément, c'est une force des communes du réseau. Par contre, ils vont prêter moins attention au fait que ce soit une offre adaptée aux familles, à la présence d'une piscine. On l'a dit, c'est plutôt des séjours en couple qu'en famille, donc c'est tout à fait logique. Sur les communes, donc des petites cités de caractère, ils vont être plus attentifs aux avis de consommateurs, à la décoration, au style de l'établissement et au fait que ce soit un hébergement respectueux de l'environnement. Par contre, ils vont prêter moins attention, là encore, au fait que ce soit une offre pour les familles ou avec piscine. Là encore, on est sur une prédominance de couples en séjour sur ces territoires. Quant aux activités pratiquées au cours des séjours, alors on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, donc je ne vais pas re-rentrer dans le détail au niveau régional, mais il faut savoir qu'il y a une certaine logique entre le lieu de séjour et les activités pratiquées, et donc ils vont être que ce soit dans les villes d'art et d'histoire ou les petites cités de caractère, un peu plus enclins à découvrir le patrimoine au sens large, incluant la gastronomie, plus de pratiques de restaurants, alors logique, puisqu'ils sont aussi plus en hébergement en hôtellerie, ils vont forcément plus aller au restaurant, mais plus de restaurants, plus de découvertes des châteaux, musées, monuments historiques, plus aussi de visites de musées, d'expositions, de parcs et jardins, et de participation à des festivals, concerts, théâtres, pour les séjours dans ce réseau. Pour les petites cités de caractère, ils vont prendre le temps de découvrir une ville, une village, et ou un village, ils sont au cœur, on va dire, de la vie. Plus de restaurants également, de châteaux, de musées, de découverte des spécialités locales, parcs et jardins, promenades et vélos. Je n'ai pas mentionné pour les deux cas les cafés et bars, mais ça fait partie de l'animation, de l'ambiance des communes aussi, qui se retrouvent là, l'échange aussi avec les locaux. En termes de satisfaction, il faut savoir que globalement, la satisfaction des touristes en Bretagne, elle est très élevée, quel que soit, là encore, notre segment de clientèle observé ou le lieu de séjour. On est sur des touristes qui sont satisfaits, une note moyenne de 8,8 sur 10, qui est vraiment très élevée. Quelle que soit, on va dire, la thématique observée, on est sur des scores importants et on est sur des scores qui vont être encore plus importants sur 3-4 items pour les petites cités de caractère. Mais comme vous voyez, on est sur des choses qui sont déjà très, très élevées. Ça se joue à la marge. Le patrimoine, la qualité du patrimoine historique, des monuments, des musées, etc. est notamment souligné sur les petites cités de caractère. Il n'y a pas forcément de différence au niveau des villes d'art et d'histoire, c'est pour ça que ce n'est pas précisé ici. En parallèle de l'enquête Reflet, on a conduit un partenariat, une étude avec TCI Research qui mesure la satisfaction au niveau national et international sur différentes thématiques et notamment qui évalue les thématiques en lien avec les activités culturelles, de loisirs et du patrimoine historique. Là, je vous mets les résultats de la Bretagne par rapport à la norme France, alors hors Île-de-France, parce qu'on est quand même sur une région qui est très spécifique et avec laquelle on a du mal à se comparer sur beaucoup de thématiques. Vous voyez les scores de la Bretagne qui sont globalement élevés sur toutes les thématiques. Vous pouvez aussi avoir accès à toute cette enquête en ligne si vous voulez tout le détail. Mais vous voyez qu'on a la chance d'être globalement très bien positionné par rapport à la moyenne régionale sur toutes les thématiques. Et en termes de consommation touristique, donc je vous le disais tout à l'heure, en moyenne régionale, c'est 53,5 € par jour et par personne. Alors ça cache d'énormes disparités, forcément, qu'on séjourne en résidence secondaire où on est à peu près à 13 € par jour par personne, à l'hôtel 5 étoiles en cœur de saison où là on est à beaucoup plus. C'est de réelles disparités, donc c'est la difficulté de la moyenne qui lise beaucoup de choses, mais voilà, en moyenne on est à 53 € par jour par personne pour des séjours d'une durée moyenne de 6,3 jours réalisés par des groupes de taille de 3,2 personnes si on veut être très très précis, donc une retombée économique sur le territoire de près de 6 milliards d'euros liés exclusivement au tourisme. Si on regarde le volet sur les deux réseaux, donc on a une dépense moyenne qui est supérieure, 66,5 € par jour par personne sur les villes d'art et d'histoire, 62,5 € par jour par personne sur les petites cités de caractère. Par contre, des durées de séjour qui sont beaucoup plus courtes.
4 jours, voire moins, dans les communes du réseau, et 2,7, 3 personnes aussi, des couples plutôt que des familles, on l'a dit, donc forcément des tailles de groupe inférieures. En termes de retombées économiques, c'est quand même 639 millions d'euros à l'échelle des villes d'art et d'histoire, et 233 millions d'euros à l'échelle des petites cités de caractère, donc des volumes qui sont loin d'être négligeables. Je voulais vous proposer également un zoom sur les Bretons et les excursionnistes. Alors pourquoi s'intéresser à ces clientèles ? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la surfréquentation touristique, de l'hyperfréquentation touristique. Mais quand on regarde réellement la composition des personnes qui sont présentes sur un site, on est loin d'avoir que des touristes. Et on a énormément d'excursionnistes et de Bretons qui consomment également leur territoire. Et c'est pas tout à fait la même chose de s'adresser à des touristes ou de s'adresser à des Bretons ou des excursionnistes quand on cherche à mieux gérer les flux sur certains sites. Et donc, bien être conscient que c'est des profils qui cohabitent, qui coexistent au sein d'un même site, et qui vont avoir des pratiques qui sont malheureusement, heureusement, je ne sais pas, assez similaires, mais par contre auxquels on va devoir s'adresser différemment. Pourquoi on va s'adresser différemment à ces personnes ? Je prends un exemple très simple. Le touriste, il est là une semaine dans l'année, il vient pour découvrir notre territoire, surtout s'il est primo-visiteur. Ça va être compliqué de lui dire non, tu n'as pas le droit d'aller à cet endroit-là, où on te le déconseille, c'est un site phare, mais il y a trop de monde, n'y va pas. Ok, si nous on va en Égypte et que demain on nous dit non, vous n'allez pas aller visiter les pyramides parce qu'il y a trop de monde, on va leur dire j'ai payé mon billet d'avion, j'ai payé mon séjour pour aller en Égypte, j'y vais pour voir les pyramides. Vous n'allez pas pouvoir l'écarter en fin de compte de son souhait d'aller voir un site phare. S'il est là une semaine, il a choisi de ces journées-là pour aller voir ce site phare, vous allez avoir du mal à l'écarter de ce site majeur. Alors que les excursionnistes qui peuvent venir tout au long de l'année, les Bretons qui connaissent leur territoire, il va être plus facile de leur dire il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Par contre, essayez de décaler vos horaires de visite, vos jours de visite, votre période de visite. Vous pouvez plus facilement aller sur ce site phare, et à côté vous avez multitude de petites pépites moins connues, moins tête de gondole, mais qui méritent d'être découvertes. Et là, on peut faire de la synergie entre les différents sites. Ça sera beaucoup plus simple. Alors l'excursionnisme en Bretagne, en 2022, c'est 68 millions d'excursions qui ont été réalisées sur le territoire. C'est un phénomène qui est en pleine expansion, 17% d'excursions en plus par rapport à 2019. Alors, c'était déjà un phénomène qui progressait, et c'est vrai que la crise sanitaire est passée par là et a vraiment fait accélérer ce comportement. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est important, et c'est quand même 2 milliards d'euros de retombées économiques pour la Bretagne, donc c'est un phénomène qui est loin d'être négligeable. D'où est-ce qu'ils viennent ? Ils viennent majoritairement de Bretagne. 93% d'entre eux viennent de Bretagne. Donc, quand on s'intéresse aux excursionnistes et aux Bretons, ils ont toute leur place. 34% proviennent du Finistère, 24% d'Ille-et-Vilaine. Et leur motif d'excursion, ça va être l'envie de sortir de chez soi, aller faire un tour, bénéficier d'une météo favorable, la proposition, une invitation d'un proche pour découvrir un site. Rien de particulier, c'est juste la promenade, on va dire. La programmation d'un événement, d'une manifestation également. Il faut savoir que cette année, on a constaté moins d'excursionnisme en Bretagne que les années précédentes, notamment du fait du facteur météo qui est très important. Et les Bretons ont beaucoup moins bougé cette année et on a moins ressenti la pression sur certains sites. Leur motif de visite en tant que tel, c'est la découverte, la visite d'un site, une promenade, une balade à pied ou à vélo, la découverte d'un lieu. Alors la visite, on a l'habitude d'y aller. La découverte, c'est la première fois qu'on y vient. Le fait de faire découvrir le lieu, le site, une activité de loisir, du shopping, le resto, des activités qui sont assez proches de celles qui sont pratiquées également par nos touristes. Et quand on s'intéresse aux pratiques habituelles des Bretons, alors pas forcément excursionnistes, mais des résidents bretons, on va retrouver des choses qui sont assez proches, avec des pratiques très fréquentes de la balade, du fait d'aller à la plage également. Mais vous retrouvez aussi le fait d'aller découvrir des villes, des villages de manière assez régulière. 64% des Bretons déclarent fréquemment aller découvrir des villes, des villages. C'est également 48%, donc un Breton sur deux, qui déclare fréquemment aller visiter des sites patrimoniaux et des monuments au cours d'une année.
23% vont aller au spectacle, quel qu'il soit. 20% vont visiter fréquemment des musées. Si vous ajoutez en plus ceux qui le font ponctuellement, vous êtes sur des scores qui sont quand même assez importants. Donc des Bretons qui vont très largement consommer leur territoire et leur patrimoine. Et là encore, quand on s'intéresse aux activités qui sont réalisées pendant les excursions, on va retrouver exactement la même chose. Donc on est sur des pratiques très proches de celles des touristes, avec la balade à pied, le déjeuner, dîner au restaurant, le fait d'aller prendre un café, un verre dans un bar, la visite des marchés également, et puis des sites naturels, la découverte de villes, de villages, de musées, d'expositions, de châteaux, de monuments, qui sont quand même des activités qui sont très régulièrement pratiquées en excursion. Donc en fin de compte, Bretons, excursionnistes et touristes vont se retrouver sur des sites similaires aux mêmes dates, puisque globalement, ils viennent quand il fait beau ou quand ils sont en congé, donc en même temps que les touristes. Donc en conclusion, par rapport à toutes ces données, c'est de multitudes d'enjeux. Alors, il y a beaucoup qui ont été évoqués ce matin. J'ai fait une petite sélection. C'est certainement pas exhaustif, mais on va retrouver des enjeux autour de la déconcentration des flux. Alors, on en a parlé avec la mise en relation entre les sites, mais aussi avec surtout une offre qui est disponible, ouverte à l'année, si on veut pouvoir faire monter en puissance l'activité en dehors du cœur de saison, en dehors de juillet-août, ça implique que au-delà de l'hébergement, les sites de visite, les activités soient disponibles sur toute la période de l'année, en dehors du cœur de saison. Donc qu'elles soient ouvertes. Alors j'ai bien compris les difficultés à maintenir des sites ouverts à l'année, mais malgré tout, si on veut pouvoir déconcentrer les flux, répondre aussi aux attentes des Bretons, on l'a vu, qui sont partants pour découvrir leur patrimoine, faut pouvoir proposer cette offre tout au long de l'année. Et puis, c'est aussi mettre en synergie des sites qui seraient littoraux versus rétro-littoraux ou intérieurs pour pouvoir faire des ponts aussi entre l'offre. Un enjeu autour du tourisme responsable, on a beaucoup parlé de transition et c'est vrai que toutes les offres doivent entrer en transition, donc c'est quelque chose qui est important. Et puis c'est aussi travailler autour de la mobilité décarbonée avec la possibilité de rejoindre tous ces sites, tous ces éléments de découverte du patrimoine sans voiture dans la mesure du possible, par des transports en commun, à vélo, avec des itinéraires sécurisés. Créer cette possibilité, on l'a vu dans les villes d'arrêt d'histoire, ça marche bien parce que aussi le transport urbain permet cet usage. Un enjeu autour d'acceptabilité du tourisme avec, on va dire, des offres qui soient hybrides, qui répondent aux attentes des visiteurs, mais aussi des habitants et des excursionnistes. Un enjeu de personnalisation également. Forcément, quand on a 18 ans ou quand on en a quand on est en groupe d'amis, jeune groupe d'amis, ou quand on est en famille avec enfants, forcément on va pas consommer, découvrir le patrimoine, participer à des événements de la même façon. Donc il faut que l'offre elle soit adaptée aux différents profils. Donc à chaque profil son mode de découverte, son type de visite, et une offre qui lui soit personnalisée. Surtout que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est de plus en plus recherché, d'avoir une capacité de créer son séjour sur mesure, on va dire, avec ses contraintes d'horaire, de jour, de type de groupe. Des enjeux également d'accessibilité. Alors, mobilité, on en a parlé, mais d'accessibilité prix. Quand on est en week-end, 2 jours dans la région, si le site il est fermé le dimanche, on est très vite frustré en fin de compte. Donc ça nécessite une ouverture qui soit adaptée au profil qu'on veut accueillir. En matière donc horaire, jour et horaire d'ouverture. En matière de clientèle également, si on dit qu'on a une clientèle étrangère qui est davantage présente ou davantage appétente à la découverte de nos patrimoines ou de séjours sur les communes de nos réseaux, ça implique aussi qu'on soit en capacité de leur proposer un accueil dans leur langue. Sinon, il y aura frustration. Des enjeux aussi autour de la diversification. Alors, diversification des clientèles comme de l'offre. On a vu
les difficultés d'être trop dépendant à certaines clientèles. On peut parler des Britanniques au moment du Brexit, où il y a certains territoires ou certains professionnels qui ont vraiment souffert de l'absence des Britanniques. On peut aussi évoquer le difficile redémarrage des groupes autocaristes, par exemple, post-Covid, qui a impacté fortement certains sites. Donc voilà, là, une trop forte dépendance à certaines clientèles est compliquée. Donc un enjeu de diversification. Et puis également de l'offre, qui dit nouvelle pratique, nouvelle clientèle dit forcément une offre qui s'adapte. Alors on va pas recréer du patrimoine, c'est pas l'objectif, mais c'est plus dans la manière peut-être de proposer l'offre de visite, l'offre de découverte qui doit aussi s'adapter. Un enjeu autour de la digitalisation, on n'a pas beaucoup insisté sur le sujet au cours de la présentation, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le numérique est partout à toutes les étapes, préparation, réservation des séjours, retour d'expérience, les avis clients. En fin de compte, on a le smartphone dans la poche et on a du mal à le lâcher pendant les vacances. Donc forcément, ça doit aussi répondre à cette pratique, assez pratique, tout du moins tout au long du séjour. Et puis là aussi, on en a parlé, un enjeu de qualité afin de garantir l'expérience des visiteurs, mais aussi côté plus RSE, le bien-être des équipes qui elle-même garantira aussi l'expérience des visiteurs puisque c'est un cycle. Voilà quelques enjeux, on pourrait forcément en citer davantage. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. C'était chaud, 45 minutes de chiffres avant déjeuner. Bravo, Jessica. C'était clair, très intéressant, beaucoup de choses à retenir. Est-ce que vous avez des questions, des précisions à demander à Jessica sur les éléments que vous avez pu voir sur cette enquête? Vous avez faim, hein? Ouais. Une question devant. Isabelle Chardonnier de la DRAC. Merci beaucoup pour ces éléments très précieux. Je pense que ça serait utile qu'on les diffuse aussi auprès des acteurs culturels en général. Et en fait, je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question, mais c'est celle de la stratégie. Une fois qu'on a cette photographie, la question que je me pose, c'est quelle est la stratégie de Bretagne Tourisme? Quelle est la stratégie du Conseil régional aujourd'hui? Est-ce que c'est d'accueillir plus de touristes? Est-ce que c'est d'allonger les séjours? Est-ce que c'est tout ça à la fois? C'est quoi la stratégie à partir de ce diagnostic? Alors Antoine en parlait tout à l'heure, Anne Gallo le dit aussi régulièrement. L'idée, c'est pas de faire venir plus de touristes en Bretagne. On a un volume de touristes aujourd'hui qui permet de répondre et de satisfaire, on va dire, les professionnels bretons. Donc l'idée, c'est clairement pas d'augmenter la fréquentation. Maintenant, on est plus sur le volet qualitatif, valoriser l'expérience visiteur, leur faire découvrir réellement notre territoire et donner du sens à leur séjour et les accompagner dans cette découverte. Et donc clairement, c'est être en capacité de travailler alors à la minimisation, on va dire, de l'impact carbone négatif, on va dire, problématique environnementale autour du tourisme, mais clairement de travailler aussi à cette acceptabilité du tourisme par les visiteurs, à ce qu'il y ait une cohabitation entre les Bretons, les professionnels du tourisme et les visiteurs qui se fassent pour que tout le monde, en fin de compte, bénéficie des retombées économiques du tourisme, que ce ne soit pas réservé au littoral sur juillet-août, mais que toute la Bretagne puisse s'enorgueillir de bénéficier du tourisme. C'est 80 000 emplois dans la région, c'est 8% du PIB, mais l'idée, c'est vraiment que cette manne économique puisse bénéficier à tout le territoire, littoral, rétro-littoral, intérieur, et donc travailler vraiment à cette déconcentration des flux tant spatial que saisonnière. Le taux de satisfaction est dingue, hein. Ouais. Quand même, de retour des visiteurs. On va pas se plaindre. Les autres régions font aussi ce genre d'études? Elles font ce genre d'études, ouais. Alors comparativement? Elles sont jalouses. Ouais. Elles aimeraient bien, notamment en matière d'accueil, de patrimoine naturel, où la région Bretagne performe en France. On est très très loin devant, et il y a pas mal de régions qui bavent un peu devant nos scores.